technique, c'est le problème des acteurs. C'est ça, c'est la même question que la liberté de la presse, qu'elle soit papier ou qu'elle soit Internet. Le problème est le même. Ce que les réseaux sociaux et Internet ont changé, c'est la rapidité de diffusion de l'information. Donc, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse. Oui, mais absolument, le problème est là. Et l'alerte, absolument. L'alerte, c'est le point de départ de l'information. Et ce qu'on voit aussi, c'est que ce qu'Edoui appelle la vieille presse a raté complètement le virage du numérique. C'est aussi ça. Ils sont aussi maintenant en train de courir derrière. Et c'est là qu'on fait des bêtises. C'est qu'on est dans la précipitation. Ils l'ont vu venir, ils ont eu peur, ils ont dit non, non, pas nous. Et puis maintenant, ils sont obligés d'y aller. Donc, je voudrais juste compléter sur Twitter tout à l'heure, quand vous parliez des images pédopornographiques, etc. On n'a pas le même seuil de tolérance en France et aux États-Unis sur ces images-là, et sur les questions racistes, etc. Nous, on a eu un problème, par exemple, avec Google. On fait énormément de vidéos. Et on met nos vidéos notamment sur YouTube. On les met aussi ailleurs, mais on les met notamment sur YouTube, ce qui nous rapporte un peu d'argent. C'est une petite source de revenus, mais à notre niveau, ce n'est pas négligeable du tout. Ces revenus nous ont été coupés parce qu'il y a une image quelque part sur le site que Google n'a pas aimée. Déjà, Google ne dit pas quelle image il n'aime pas. Nous, ce qu'on a identifié, c'est qu'a priori, c'est une image d'une agression. Sauf que cette image, elle n'était pas là par voyeurisme, elle était là pour compléter l'article. Parce que voir le visage de quelqu'un qui s'est fait agresser, ce n'est pas du tout la même chose que de lire un témoignage. Donc, nous, on a fait le choix, mais je ne sais pas si on sera encore capable de le faire plus tard d'un point de vue économique. On a fait le choix de dire, tant pis, on laisse l'image et on se prive de ce revenu-là. Mais c'est vrai qu'il y a la question aussi de l'importance de Google et de YouTube et l'importance de Twitter et de Facebook dans leur relation avec les lois de pays qui ne sont pas leur pays d'origine va se poser à un moment ou à un autre. Après, est-ce qu'il faut réguler ou est-ce qu'il faut juste discuter? Est-ce qu'on peut discuter avec ces gens? Je crois qu'on est encore au début du débat. Ok, merci Judith. On donne la parole donc à la salle s'il y a des questions. Caroline, tu es là éventuellement pour passer... Ah voilà. Oui. Voilà, si tu peux te présenter et poser ta question. Oui, Pierre Grenet, je suis un ancien responsable des sites de France Télévisions sur Internet. Avant d'avoir... J'avais travaillé sur le Minitel, donc j'avais quelques tares, mais bon... Vous êtes vieux alors, hein. Oui, bah, ça se voit. Je suis très très vieux. Mais bon, j'ai quelques expériences et donc je ne vais pas aller à l'encontre de ce que dit Edoui Plenel, puisque comme beaucoup de monde, je rends hommage à la création de Mediapart. Puis j'aurais peut-être besoin de lui, donc je ne vais pas le contredire trop. Mais pour revenir sur le fameux débat des nouvelles technologies, c'est en soi, elles ne sont pas bien ou elles ne sont pas mal, sont les acteurs, me paraît pas suffisant. Pourquoi? Parce que les nouvelles technologies, ce n'est pas la main invisible du marché, mais quelque part, ça l'est. C'est-à-dire que moi, je l'ai vu tout au long des 10 ou 15 ans que s'est développé l'Internet, et ça se vérifie tout le temps. Le marché intervient et finalement canalise, comme tous les autres produits, tout ce qui existe dans la société, à son avantage, au pouvoir dominant. Donc, à France Télévisions, moi, j'en suis parti en 2007. On avait essayé de faire justement des blogs et beaucoup de contenus additionnels. Mais le France Télévisions a repris la main sur la partie éditoriale, donc moi, je n'avais plus ma place là. Mais j'ai un autre exemple, et que Edoui Plenel connaît bien. Il y a eu un moment un tortionnaire argentin qui a été conseiller de Nicolas Sarkozy, entre autres pour une affaire Bettencourt, pas celle dont on parle aujourd'hui, mais celle qui était en Colombie. Et il a même fait partie de son conseil stratégique. Et il y a eu un certain nombre de médias, mais très peu, France Info et quelques autres, qui ont repris une information d'un journal argentin. Pagina 12. Pardon? Pagina 12. Pagina 12. Pagina 12. Bon, et quelques blogueurs, heureusement, il y avait Mediapart qui faisait son travail et qui, en créant les blogs, a pu le faire. Donc, on a... fait ces textes dans des blogs. Et dans le monde de Sarkozy, c'est pas étonnant, mais le tortionnaire a porté plainte pour diffamation, puisqu'on faisait allusion à un rapport officiel du gouvernement argentin, mais lui, ça ne le gênait pas. Le rapport était pour lui pas suffisamment public, et il savait qu'il pouvait compter sur le pouvoir français pour pouvoir être appuyé dans sa demande de plainte, enfin dans sa plainte en diffamation.
Donc on a demandé à Edoui Plenel le nom de l'auteur du blog. Il a fait ça très proprement. Il m'a appelé. Il m'a dit c'est peut-être la première fois à l'époque pour une demande d'un juge pour une affaire de diffamation. Il a soutenu la démarche qui avait été faite. Et on a donc passé tout un tas de procédures. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a fallu assumer des frais d'avocat. À l'époque, c'était ni France Télévisions, ni Mediapart, ce n'était pas son rôle, qui pouvait assumer les 3 000 € de frais d'avocat. Donc on peut effectivement dénoncer des choses qui, pour une raison ou pour une autre, ne sont pas faites dans la presse, avec une attitude qui se veut reprendre les mêmes procédures que la presse, un peu comme on le fait en tant que gauchiste. Parce que pourquoi on le fait? C'est pas effectivement pour faire des tweets. À France Télévisions, maintenant, on voit passer des tweets à tout moment qui n'ont aucun sens par rapport au débat. Ce n'est pas effectivement une information alternative. Pardon. Cette information alternative, ça prend du temps, ça prend de l'argent. Moi, ce que je voulais, pour terminer, je ne veux pas être trop long, c'est ce qu'on a essayé de faire dans les partis de la gauche, c'est de dire que Internet, effectivement, ce n'est pas bon et mauvais seulement les acteurs. Il faut qu'il y ait une réflexion d'un vrai service public qui permette de créer des contenus qui soient libres. Et de même que dans la radio, il y a eu un service public qui permettait de faire des reportages et des choses de longue durée. Et il faut le faire sur Internet. Aujourd'hui, Libération, pas le Libé de Rothschild qui n'a aucun intérêt, mais le Libération de Sartre n'est plus possible, fait par les gauchistes qui avaient les informations et qui ont essayé de les faire comme des journalistes. Donc il faut bien créer un cadre qui soit une espèce de Wikipédia de la presse qui permette de monter les informations de manière sérieuse par le public. Okay, je te remercie. Je vous propose dans la méthode de prendre 2 ou 3 interventions et ensuite... voilà. Oui. Attends, juste Jean-Marc Adolphe, le directeur de la revue Mouvement. Est-ce que tu es dans le coin ? Est-ce que tu voulais intervenir? Je ne vois pas. Voilà, oui, ben, approche-toi d'ici. Voilà, tu as la parole, là, vas-y. Tu te présentes. Oui. À moi j'ai la parole, d'accord. Oui, bonjour, mon nom est Hugues Nérin. Vous parlez du droit de savoir. Moi, j'ai envie de dire, le savoir, ce n'est pas un droit, c'est un devoir. Et là, je m'adresse à l'audience. Travaillez, lisez, allez sur Internet, renseignez-vous, allez écouter des radios étrangères, allez écouter des télés étrangères, allez sur le site de M. Plenel, qui est indépendant, c'est pratiquement le dernier en France, journaliste indépendant, et faites-vous votre propre avis. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Ok, je te remercie. Voilà, tu as la parole. Caroline ou Julien, voilà. Alors, moi, je m'appelle Régis Nouy et je voudrais parler un peu des médias, puisque vous dites qu'on doit le savoir. Mais le problème, c'est, je constate, quand on a un certain niveau intellectuel, on peut comprendre les choses, mais l'ensemble de la population, elle se fait manipuler. Moi, je vois souvent dans l'information plutôt un lavage de cerveau. On dit aux gens, on rabâche tout le temps des mêmes choses, pour eux, pour les médias, il faut que ça rentre dans l'esprit des gens. Je prends un exemple qu'on entend très souvent en ce moment, systématiquement, toutes les semaines. Un chroniqueur, un journaliste dit, de toute façon, tous les Français savent qu'ils vont travailler plus longtemps. Systématiquement, tout le temps, cette phrase revient, systématique. On dirait qu'à chaque fois, on nous manipule. Donc, y a-t-il un moyen efficace pour éviter cette manipulation, ce lavage de cerveau? Ok, je te remercie. On prend une 4e intervention. Voilà, toi. Bonjour, Adam Sandoval, je suis directeur d'un festival et d'une structure culturelle en France. Et je voulais revenir sur les différentes dimensions que cette innovation technologique qui est Internet introduise. Et ce sont des innovations qui nous menacent, qui font peur en tout cas. Parce que, comme le disait M. Plenel, dans ces tuyaux, il y a plein de choses différentes qui circulent. Quant à la dimension de cet outil comme un outil qui produit du savoir, Madame Pulvar, désolé, il y a une main invisible et un exemple très concret, c'est Wikipédia. Point. C'est-à-dire, là, il y a une sagesse de la foule, si vous voulez, ou une main invisible qui produit du savoir. Par contre, comme c'est un outil multiforme, certes, il y a des dimensions
qui peuvent nous faire peur, comme dans son temps l'imprimerie, parce que ça permet une circulation de certaines informations qui sont certainement à essayer d'en tout cas maîtriser, certes. Mais si nous appliquions les mêmes méthodes à Internet aujourd'hui qui furent appliquées à la presse écrite avant, nous commencerions à parler des censures. Et ça, comme vous l'avez signalé, M. Plenel, ça serait le début d'une fin. Merci. Ok, je te remercie. Avant de passer la parole donc aux intervenants, je voulais passer la parole à Jean-Marc Adolphe, qui est le directeur de la revue Mouvement. Alors, nous sommes toujours dans le work in progress, c'est-à-dire que Mouvement est une revue, une excellente revue de culture qui est totalement indépendante et aujourd'hui, elle a des difficultés. Et je voulais que tu profites de cette tribune, Jean-Marc, pour parler un peu de la revue Mouvement et des difficultés et de la manière dont, en solidarité, on peut aider la revue Mouvement. Tu as la parole. Ben merci, très rapidement. Je dois dire qu'en vous écoutant les uns et les autres, j'ai bu du petit lait. Et en même temps, je suis sorti à l'extérieur boire deux demi, donc... ce qui fait que le petit lait était aussi un peu amer. Et l'amertume du petit lait, c'est que, voilà, en effet, Mouvement est une revue que j'ai créée il y a 20 ans, revue et un site internet depuis 2000. Bon, voilà, il se trouve qu'on est aujourd'hui en redressement judiciaire, qu'on va s'en sortir, mais ça appelle à mobiliser effectivement des soutiens. Et ce qui a rendu le petit lait un peu amer, c'est que j'ai la prétention, modestement, de faire depuis 20 ans avec Mouvement un journalisme d'investigation. Il se trouve que cette modeste revue qu'est Mouvement je prends un seul exemple, on a été les tout premiers en presse nationale à parler de l'affaire Executive Life. Peut-être ça vous rappelle quelque chose, parce qu'à l'époque, j'enquêtais sur pourquoi il y avait eu un déficit sur la manifestation La Beauté en 2000 en Avignon. Et que, voilà, on a sorti un texte c'est 3 mois d'enquête, qui aurait dû valoir une mise en examen à l'époque de Jean-Jacques Ayagon. Et d'Ayagon, je suis remonté, voilà, François Pinault, tiens, Executive Life, c'est quoi, etc. On a été les premiers dans la presse nationale. Il n'y a eu aucun relais, aucun écho dans la presse d'information générale. Je prends ce seul exemple, il y en a eu d'autres. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que lorsqu'on est dans la presse dite culturelle, on est vraiment dans un pays lointain, à l'écart. Et très concrètement, aujourd'hui, une revue comme Mouvement n'est pas éligible aux aides à la presse. Tant mieux, peut-être, quand on voit la manière dont... Mais même sur les aides qui se portent aujourd'hui sur l'édition numérique, une revue culturelle, le travail qu'on fait sur Internet, n'est pas considéré comme étant d'information politique et générale. Parce qu'on est artiste... on est ici à Avignon, je veux dire, les artistes qui nous permettent non seulement de savoir, mais de comprendre le monde. Et ce n'est pas à Edoui Plenel que je veux dire... moi, à titre personnel, j'ai refusé de participer à tout débat à l'étranger pendant une certaine présidence où il y avait un ministère de l'identité nationale. Le plus grand texte politique qui était écrit sur cette question de l'identité nationale, ce n'est pas des déclarations de députés, etc. C'est le texte d'Édouard Glissant et Patrick Chamoiseau, qui est un texte politique, poétique, essentiel, formidable. Et donc les artistes, les intellectuels, les écrivains nous aident à savoir, parce qu'ils nous aident à comprendre le monde, à l'analyser, à le décortiquer. Or, bon voilà, c'est juste un peu cette amertume mais qui est douce, de dire, j'ai le sentiment évidemment, très différemment de Mediapart. Moi, j'ai choisi à titre personnel de m'abonner à Mediapart, même si j'ai pas le temps d'aller aussi souvent qu'il le faudrait sur Internet, parce que c'est essentiel qu'on soutienne. Sur Internet, effectivement, il y a une culture de la gratuité qui s'est répandue, mais la gratuité, elle a un prix, elle a un coût. Si on veut que les enquêtes soient menées, c'est du temps, c'est du travail, ce sont des voyages, donc voilà, il faut... on a aussi la presse qu'on mérite. Et voilà, en ce qui concerne le Mouvement, je sais pas, il y a comme on dit en anglais, des flyers, des choses qui vous attendent à l'entrée, on peut m'acheter à la revue. Concrètement, oui, Jean-Marc, dis-nous concrètement comment on peut opérer à la fois pour relayer l'information et par solidarité sur ce projet qu'on partage, vous aider.
C'est simple, il y a encore des endroits qui existent, encore un tout petit peu. Ça s'appelle des kiosques, des marchands de journaux. Donc, il y en a encore quelques-uns à Avignon. Non, mais il y en a quand même 1000 qui ont fermé en France en un an. Donc, et souvent, on entend dire que les journaux perdent des lecteurs. Oui, c'est vrai, mais rarement on dit que peut-être il y a aussi des lecteurs qui perdent des journaux. Mais quand on est un lecteur comme moi, amoureux de la presse, écrite, radio, Internet aujourd'hui, c'est personnel, mais j'habite à Bagnolet. Il y a encore 4 ans, pour aller de chez moi au métro, j'avais 3 marchands de journaux sur le chemin. Donc le premier, j'achetais Libération, après j'achetais l'Humanité, après La Croix ou le... Voilà. Aujourd'hui, j'en ai plus un. Mais à l'entrée du métro, on me tend métro 20 minutes, que je refuse systématiquement, parce que je ne veux pas du tout cautionner ça. Donc voilà, il y a encore des marchands de journaux qui existent, et souvent c'est des gens passionnés qui travaillent 18 heures par jour pour pas arriver au SMIC à la fin du mois. Donc il faut soutenir ces gens-là et les journaux, les vrais journaux qu'ils vendent encore. Et puis il y a un truc qui s'appelle l'abonnement. Enfin, voilà. Et puis au-delà, on avait fait, je termine juste là-dessus, quand on a aussi la presse qu'on mérite, on avait fait, nous, un petit sondage comme ça l'an dernier sur les abonnés de la revue. Et je dis bien de la revue. Alors, par rapport à Internet, c'est vrai qu'on n'est pas au chiffre de Mediapart, mais on a 18 000 abonnés à la lettre d'information. On a 1700 abonnés papier. Et des fois, on se dit, mais il y a un écart vertigineux entre si les 17 000 abonnés à la lettre d'information acceptaient de cotiser, de payer 10 € par an, on serait largement en sortie d'affaires. Bon, là, ça ne se passe pas comme ça. Donc j'ai perdu ce que je voulais dire, mais l'abonnement... Il y avait le KissKissBankBank aussi. Oui, on avait trouvé à ce moment-là, c'était intéressant effectivement, par KissKissBankBank, quand on est mis en redressement judiciaire, on a découvert des choses, c'est une procédure lourde et contraignante, mais on ne savait pas qu'une banque a le droit, dans un cadre de redressement judiciaire, de reprendre des versements qui ont été faits jusqu'à 2 mois auparavant. Donc concrètement, notre banque est allée reprendre dans la poche de l'imprimeur l'argent qui lui avait été déjà versé. Donc notre imprimeur nous a dit, écoutez, le prochain numéro, on veut bien l'imprimer, mais il nous faut l'argent avant. Et là, oui, attendez, mais on n'a plus de compte bancaire, on n'a plus de... voilà. Et donc on a fait cette souscription, cet appel à projet sur KissKissBankBank. Je pense qu'il y en a eu d'autres déjà en presse, mais en tout cas, il nous fallait 8 000 € pour imprimer ce numéro d'été qui est sorti. Un écran noir, c'est une couverture qu'on avait décidée avant la Grèce. Et en une semaine, on a récolté 15 000 €, 11 500 €. Voilà. Donc oui, il y a quand même des... Et parmi les messages de soutien qu'on a reçus, il y a des gens qui, du coup, ont découvert la revue par cette occasion, et qui disent, on ne connaissait pas, mais en effet, on est allé voir sur Internet, etc. Oui, on soutient, on est heureux d'eux. Donc, voilà. Et puis... mais... Voilà, encore une fois, on va s'en sortir. On n'est pas les premiers à avoir été mis en... Je pense que toutes les entreprises de presse ont pu traverser des difficultés. Voilà, mais moi, je ne crois pas, au fond, à une grossièreté. Je ne crois pas à l'exception culturelle. Je comprends que ce terme puisse être utilisé pour aller défendre à Bruxelles ou ailleurs des systèmes de quotas, de garanties, etc. Mais la culture n'est pas une exception, la culture n'est pas exceptionnelle. Or, moi je suis journaliste de formation, je suis amoureux de ce métier, je suis un amoureux effectivement souvent déçu, mais voilà, et je regrette que encore une fois, j'ai quitté des rédactions traditionnelles parce que je me sentais, dès lors que je m'intéressais à la danse, au théâtre, à l'art contemporain, comme un animal de compagnie ou comme un produit exotique rapporté. Donc la culture, là, les productions intellectuelles, esthétiques de l'art et de la culture appartiennent pour moi à l'information politique générale. Ok. Et, voilà. Merci Jean-Marc. Donc avant de passer la parole, je voulais juste vous donner une information qui est un sujet qui recoupe ce sujet-là. Demain, à partir de... dans la deuxième salle de questions, je te donnerai la parole. Demain, c'est un sujet qui recoupe celui-là sur le numérique. C'est un débat animé par Céline Masse, notre vice-présidente qui est là-bas à droite, sur culture et numérique, le prix de la gratuité. Et ça va démarrer à 11h et il y a quelqu'un qui va venir qui s'appelle Nicolas Collin, qui a fait un dossier assez exceptionnel sur le sujet et qui explique de manière très argumentée et par les chiffres comment
quand les grands groupes des multinationales de l'Internet montent, Google, Facebook, Apple, etc., et ben la diversité baisse dans le même temps. Et je trouve que c'est intéressant. Ça va être une des interventions préliminaires du débat de demain matin, d'écouter Monsieur Nicolas Colin qui va nous expliquer ça de vive voix. Voilà, je repasse la parole. Qui veut démarrer ? Edoui. Moi, je pense que dans toutes les questions, la question qui a été posée sur cette poursuite là, faite par un ancien militaire argentin, la question faite sur l'intoxication dans les médias, etc. La question qui pourrait être une motion de synthèse pour ce débat, nous l'avons écrit dans le syndicat de la presse indépendante d'information en ligne. Nous avons fait un manifeste, puisque les journaux numériques ici présents en sont membres, un manifeste pour un nouvel écosystème de la presse aujourd'hui. Et Mediapart, dans notre premier manifeste, qui avait été fait au moment des États généraux présidentiels de la presse, ceux de Sarkozy, où toute une manne publique a été ajoutée à la crise de la presse au lieu de la résoudre et a accentué la dépendance, nous avions fait un appel qui s'appelle l'appel de la colline, qui pointait à peu près les mêmes idées. En clair, qu'est-ce que je veux dire ? Et cela rejoint les questions, y compris dans la divergence avec Audrey. Nous sommes face à une révolution technologique que moi je préfère appeler même révolution industrielle, dont Internet, c'est-à-dire tout ce que vous avez, les écrans, tout ce qui peut circuler, les objets nomades, etc., et la vitrine. Comme on pourrait dire, la vitrine des deux précédentes révolutions industrielles, la première c'était la locomotive, le chemin de fer, et la deuxième, la voiture personnelle, l'automobile. Chaque révolution industrielle de notre modernité, depuis la fin du XVIIIe siècle, donc il y en a eu 3, sont des moments de modification de notre rapport à l'espace et au temps, de sentiment d'accélération, de rapidité. Les chemins de fer, c'est formidable pour sortir de la communauté villageoise où on était enquisté, figé dans une sorte d'immobilité. On va à la ville. Évidemment, à la ville, on est exploité, mais du coup, on découvre la question sociale et naît des idées différentes. Le chemin de fer, donc, ça permet à l'homme de bouger et ça permet aussi aux canons et aux armées d'aller envahir des pays. La deuxième révolution industrielle, c'est celle de l'automobile. L'automobile, le plaisir du déplacement, mais M. Ford était un antisémite redoutable et le Fordisme était un univers industriel assez totalitaire, celui des temps modernes de Chaplin. Et puis, c'est les armes de destruction massive qui vont avec la technologie. Le numérique, on parle des réseaux sociaux, mais c'est aussi les drones qui font cette guerre totalement déshumanisée où des hommes, depuis le désert du Nevada, tuent des petites fourmis et sans voir les dommages collatéraux et les civils qu'ils tuent en même moment. Donc, voilà ce que je veux dire. Je veux dire que je crois aucune technique n'est libératrice en soi. Je ne suis aucunement dans l'idéalisation de la technique. La pire catastrophe, la catastrophe européenne, a été produite par un hubris de la technique. Et on faisait du violon tout en étant gardien d'Auschwitz, avec la technologie de la destruction de toute une population qui avait le tort d'être née juif ou née de tzigane. Donc je ne suis pas dans l'idéalisation. J'ai parlé des drones, la surveillance, etc. Je dis simplement que quand on a des moments de révolution industrielle, et sortons du petit bout de la lorgnette Twitter, Facebook, prenons de la hauteur. Dans un moment comme celui-là, ce sont des moments de transition redoutables, de destruction de valeurs, destruction d'emplois. Dans la presse, et en ce sens, il faut regarder cette réalité en face. Vous avez une invention technologique qui se sépare du papier, et c'est écologique, de l'imprimerie, et c'est l'industrie lourde de la presse, de la distribution, et c'est souvent son poteau noir avec les invendus. Cette invention technologique, elle a forcément l'avenir pour elle. Elle supprime 3 coûts qui sont les 2/3 de ce que vous payez quand vous achetez un journal imprimé. On peut le déplorer, bien sûr, mais c'est un fait, c'est là. Donc, face à cela, soit on reste tétanisé, et dans ce cas-là, les logiques étatiques et d'État soumis à la marchandise, soumis à la finance dérégulée, soumis à ces logiques de grandes multinationales et de grandes entreprises sans frontières, ayant tous ces
havre de paradis fiscaux pour s'enrichir et détourner les richesses nationales, l'emporteront. Soit on fait de la politique, c'est-à-dire soit on s'empare de cette révolution technologique et on dit mais comment on va mettre de la démocratie là-dedans comme un levier, comme un accélérateur. En clair, nous avons besoin aujourd'hui en France d'être un pays modèle qui soit en avance de tous les autres et qui le soit par une grande loi refondant la liberté de l'information à l'ère du numérique. Une loi fondamentale sur le droit d'accès à l'information. Dans cette loi, on va tout mettre. On va mettre le droit fondamental des citoyens. Mais on va mettre les conflits d'intérêts sur les médias privés, de façon à ce que les tirer vers le haut. On va mettre l'indépendance réelle du service public. On va mettre la question du financement et des aides. Les aides indirectes sont vertueuses. C'est des aides au public. Mais, par exemple, le dire que, par exemple, une presse de qualité, eh bien, elle pourrait avoir une TVA à 0, comme c'est le cas de la presse britannique, parce que ce n'est pas une marchandise comme les autres. Ça, c'est mieux que de donner plein d'argent à M. Pigasse, à M. Rothschild, à M. Pinault, à M. Niel, à M. Dassault, à M. Lagardère, qui reçoivent plein d'argent pour leurs journaux, alors qu'ils ont toutes sortes d'autres argent par ailleurs. Donc, on peut multiplier la protection des sources, le droit et les devoirs des journalistes, et refonder la question déontologique. Et j'y viens, les droits et les devoirs des citoyens. Moi, on me parle par exemple parfois de conseils de presse, et je vois certaines personnes qui sont favorables à ça. Moi, si vous ne faites pas tout le reste avant, je ne vais pas aller discuter de la déontologie de Mediapart avec les propriétaires du Figaro ou de TF1. Donc faisons d'abord l'ensemble de cela. Et à ce moment-là, en effet, refondons les droits et les devoirs des journalistes. Refondons les droits et les devoirs des citoyens. Car en effet, les citoyens sont aujourd'hui acteurs de l'information. Reposons cette question, redéfinissons-la. Il faut être inventif par rapport à tout ça. Quand vous lisez la Troisième République, la première, au début, a été une période d'invention démocratique formidable. Dans une période troublée, rappelez-vous les attentats anarchistes, mais après ces anarchistes, c'est eux qui ont les premiers lancé l'alerte sur l'affaire Dreyfus, grâce à la presse. Et ils ont tué un président quand même, hein, et ils tuaient des Pékins dans des cafés. Et puis il y a eu l'affaire Dreyfus, l'antisémitisme, l'ébranlement, la République, le laboratoire du fascisme intellectuel était en France. Et néanmoins, cette République, avant la catastrophe de la Première Guerre mondiale, a pu y résister. Elle a pu y résister car elle avait su se donner les moyens de cet écosystème dynamique qui permettait que des gens bougent, fassent des élaborations. La loi sur la laïcité est un modèle de cela, d'élaboration de parlementaires, de mouvements de discussion. Nous avons besoin de cela. Ce qui me peine profondément, c'est de voir comment cette arme-là, depuis 1 an qu'il y a eu une alternance souhaitable, est la moins utilisée. Combien on joue les majorités automatiques, les disciplines, au lieu de jouer la création, la créativité. C'est cela qu'il faut faire. Je dis souvent, nous, Mediapart, je ne suis un modèle pour personne. Nous avons fait notre chemin comme un laboratoire. Il n'y a pas de propriété à Mediapart. Tout est ouvert, chacun peut s'en inspirer. Nous avons voulu montrer qu'on pouvait créer de la valeur en pariant sur le public, sur l'indépendance et sur la qualité. Nous avons voulu montrer que ce chemin était possible. Le fait que nous ayons pu faire ce chemin montre qu'il y a des possibles qui viennent de la société. Nous aurions pu faire les meilleures enquêtes possibles, les meilleures révélations possibles. Sans le numérique, sans ce que nous avons voulu faire avec le numérique, nous n'aurions pas pu réussir. Alors parfois, ici même, on dit bravo, ah, courage, merci, etc. Je dis, c'est des compliments qui font plaisir, mais je dis souvent, ça fait pitié aussi. Pourquoi ? Parce que, est-ce que vous dites à des petits poissons qui nagent face à des gros requins dans une mer polluée, sois courageux, petit poisson, échappe aux petits requins et nage dans la mer polluée. Non, occupez-vous de dépolluer la mer. Voilà pourquoi il faut signer l'appel pour le droit de savoir. Je ne sais pas si on a le temps de prendre encore d'autres questions. Simplement, je sais bien à quel point
mon point de vue sur tout cela peut être impopulaire. J'en ai fait l'expérience déjà dans d'autres débats, dans d'autres discussions, y compris autour d'une bonne bouteille de vin. Dire attention, ce n'est pas dire ne faites rien. Ce n'est pas être dans la réaction. Ce n'est pas être dans le conservatisme. Dire simplement oui, ce nouveau moyen de produire de l'information, de produire du partage, de produire de la communication entre les êtres, et de la communication au sens le plus noble du terme, pas la communication des vendeurs de bouteilles de boissons gazeuses. Donc dire que c'est formidable, je le dis, je le pense, je les utilise, les réseaux, j'utilise évidemment Internet, je lis la presse sur le numérique, etc. Mais simplement, on peut aussi faire un léger pas de côté en se disant qu'il y a des menaces, qu'il y a des dangers, qu'ils existent, que ces dangers, que ces menaces-là ont existé dans d'autres temps sous d'autres formes, au moment effectivement d'autres révolutions, et que on peut simplement se poser la question de savoir si on a raison d'être dans ce système totalement dérégulé qui est aujourd'hui le système du numérique. Moi, je me pose la question et je la pose et voilà, sur les limites qu'on peut mettre à tout cela, parce que les conséquences sont concrètes, sont directes sur la vie au quotidien de millions de personnes. Et si on croit une demi-seconde, alors c'est peut-être le petit bout de la lorgnette, c'est quand même 1 milliard d'utilisateurs par jour, je crois, Facebook. Si on croit que les réseaux sociaux, les Twitter, les Facebook, les Instagram, etc., échappent aux lois du marché, mais mon Dieu, mais on se trompe. Et là, je suis désolée, mais on se trompe. Quand on va sur Facebook ou quand on va sur des sites d'information, et pas que sur Facebook, mais sur des sites d'information simplement, et qu'on se rend compte que l'utilisateur est profilé, qu'on sait quels sont ses types de contacts, par devers lui, sans qu'il soit au courant, quels sont ses types de contacts, quels sont les sites qu'il visite le plus souvent, donc quel type de publicité il faut lui mettre sous le nez pour l'attirer le plus, vers quel autre article le diriger pour l'attirer le plus, etc. Moi, je suis désolée, mais ça me fait peur. Parce que je considère Audrey, que quand même, tu es à la télé, pas plus que le temps de cerveau disponible de Monsieur Lelay. Tu es avec Madame... Je suis obligé de sortir un peu de mes gonds. Tu es avec Madame Roselyne Bachelot dans une émission de divertissement et d'opinion. Mais non, mais écoute, arrête de nous dire... J'ai essayé d'être gentil quand même, mais arrête de nous renvoyer toujours comme si l'univers que nous représentions là était Nous sommes le représentant de journaux de qualité qui ont fait évoluer le débat public depuis 5 ans. C'est avec nous que tu débats. Tu ne débats pas avec Twitter et Facebook. En revanche, tu es confronté dans l'univers audiovisuel dans lequel tu es. Mène ces batailles, Audrey. Mène la même bataille que nous avons menée dans l'univers du temps de cerveau disponible. Et je ne fais que Fais ça. Cela. Fais-le vraiment. Mais je le fais à mon niveau. Là, vraiment, là, ma colère, je suis comme Édouard, il y a un moment où la colère sort. Je ne le fais pas comme Edoui Plenel, mais je le fais à mon niveau. Non, mais je crois que vous n'êtes pas très éloignés l'un de l'autre. Hein. C'est juste une manière de comprendre. J'ai essayé la motion de synthèse, elle n'a pas pris. J'ai dit les droits et les devoirs des citoyens, les droits et les devoirs des journalistes. Faisons ça, mais cette focalisation-là, elle donne la main à ceux qui ont condamné Mediapart, ceux qui veulent censurer Mediapart. C'est ça la régulation que nous aurons si on suit ta voie. Oui. Non, je ne suis pas d'accord. Je voulais absolument juste pas dire d'accord. que, vas-y, vous savez, les Antillais ont le sang chaud. Et vous ne le savez pas, mais à côté d'Audrey, il y a un autre Antillais qui lui aussi donc a le sang chaud. Voilà. Bon. Oui, attends, ça fait longtemps que tu levais le doigt. Avant de passer la parole à Olivier et Judith, pose ta question et après on va terminer avec Olivier. Le débat est franco-français. Moi, je viens de la Tunisie et je voulais juste attirer l'attention que ces journaux dont vous parlez, je voulais parler vraiment quand Mouvement était là, parce que c'est grâce à Mouvement et 3 journaux qui sont les saisons de la danse et Danser. Qu'en Tunisie, par exemple, on a dansé et ces journaux n'ont plus existé. Donc, vous oubliez aussi la francophonie, vous oubliez qu'à travers, comme on n'a pas de visa pour venir vers vous, parce que moi je suis vieille, j'ai 50 ans, donc on m'a donné un visa de 4 jours. Mais mes gamins danseurs qui ont moins de 25 ans n'ont pas pu avoir de visa. Pour découvrir ce que vous faites, ce que vous avez, c'est par vos journaux.
Et c'est pour ça, encore une fois, merci. Vraiment, c'était pour Mouvement que je voulais parler. C'est grâce à des journaux comme ça qu'on sait ce qui se passe, que les artistes sont là et qu'on voudrait suivre et qu'on voudrait développer notre art. La deuxième chose, pour les nouvelles technologies, souvent on invente, Google quand il parle, il dit c'est la chose la mieux partagée pour démocratiser les nouvelles technologies. C'est faux, encore une fois. Dans mon pays, pour essayer de lire un journal dans les nouvelles technologies, il faut payer en euros ou en dollars. Et notre dinar tunisien n'étant pas convertible. Donc, encore une fois, dans le Sud, ce n'est pas partagé. Je ne peux pas rentrer ni dans vos sites, ni dans rien du tout, parce que je n'ai pas une carte bleue en euros ou en dollars. Je n'ai qu'un dinar tunisien. Donc, c'est encore une fois déséquilibré. Merci. Et merci. Avant de passer la parole donc encore à Judith et Olivier, alors vraiment 30 secondes. Oui, moi je crois qu'il ne faut pas perdre de temps avec un débat de justice et de flics quand on essaye de créer un Internet ouvert sur la parole libre. Une anecdote qui peut peut-être vous rassurer ou pas, Audrey Pulvar, mais c'est grâce à Internet que quand j'étais responsable de France Télévisions, on a une commission rogatoire pour un individu qui faisait du harcèlement par mail sur Audrey Pulvar. Bon, on a effectivement, vous n'avez peut-être même pas été au courant, mais enfin, en tout cas, il a pu être arrêté avant de faire le siège du hall de France Télévisions. Donc, bon, on peut, grâce à Internet, arrêter des pervers. Ça, c'est le boulot des flics et de la justice. J'ai pas dit que Internet n'était que le mal. Hein. J'ai pas dit qu'il y avait que des choses de mauvaises sur Internet. Je me sers d'Internet tous les jours. Je dis simplement que ce n'est pas la panacée, c'est tout. Et qu'il y a des dangers également sur Internet, y compris sur les sites d'information. Mediapart est peut-être un site exemplaire, mais il y a d'autres sites d'information que Mediapart qui ne le sont pas toujours, avec des journalistes qui ont leur carte de presse, qui se prétendent journalistes et qui ne font pas un boulot de journaliste, y compris sur des sites prétendument sérieux. Donc c'est juste ce que je dis. Simplement, si j'ai encore le droit de penser, même si je participe à une émission de divertissement. Tu as le droit de penser. Alors, juste, oui, je vais te passer la parole. Greg nous a fait un petit break à juste propos, parce que dans 5-7 minutes, il va falloir qu'on arrête donc notre débat. Mais vous êtes tous conviés dans les 10 minutes qui vont suivre à venir, à rester pour la soirée Aimé Césaire, donc qui va démarrer à 17h30, où il y aura des lectures, des personnalités. La ministre Georges Paul-Angevin est là. Il y a une dizaine d'enfants de Guyane qui vont être là. Il va y avoir des textes de Césaire qui vont être lus. Donc, vous pourrez sortir 5-10 minutes, vous rafraîchir, mais après, vous êtes tous conviés à venir, à revenir ici. Donc, et la soirée va durer jusqu'à 21h. Et ensuite, dès à présent, je voulais vous dire que demain, mettez sur vos agendas, à partir de 11h, le débat sur culture et numérique, le prix de la gratuité. Il y aura également Benoît Thiolin, qui est le patron du Conseil national du numérique, qui sera là. Et également, mettez sur vos agendas le débat qui va être animé par Audrey Pulvar sur un sujet qui nous tient vraiment particulièrement à cœur, c'est poser les bases de l'après-colonialisme, où il y aura tout un tas d'invités prestigieux, de chanteurs, Françoise Vergès, Marc Shepson, etc. Voilà. Donc, Judith, tu as la parole. J'aurais juste complété ce qu'a dit Audrey sur la carte de presse. Heureusement, ce n'est pas la carte de presse qui fait le journaliste, parce qu'à l'heure actuelle, elle n'est pas attribuée en fonction du travail de journaliste, mais en fonction des revenus. Et on connaît l'état de la presse à l'heure actuelle. Il y a des journalistes qui travaillent très très bien, qui sont très très mal payés et qui du coup cherchent du travail ailleurs et n'ont pas de carte de presse. Ce qui pénalise les titres de presse, puisque du coup on paye plus de charges sociales quand un journaliste n'a pas de carte de presse. Et par ailleurs, sur le fait que l'internaute est profilé partout, oui bien sûr, mais l'internaute a une responsabilité. Il n'est pas obligé de donner des informations. Quand on donne son numéro de portable sur Internet, évidemment, si vous allez sur certains profils Facebook, les gens donnent leur numéro de portable et c'est ouvert à tout le monde. Et après ils se plaignent qu'on leur téléphone. Ils ont donné leurs coordonnées. On a une responsabilité en tant qu'utilisateur. Oui, mais on peut pas tout pour les gens. Il y a un moment où c'est aussi à soi de se prendre en charge. Ok, Judith. Olivier. Alors, juste pour conclure, je voulais juste réinsister encore une petite fois sur les tuyaux. Il faut que vous compreniez qu'en fait, ces tuyaux, ils vous appartiennent à vous. Ils n'appartiennent pas aux journaux, ils n'appartiennent pas à votre fournisseur d'accès. C'est vous qui faites Internet, donc il faut que vous expliquiez aux gens autour de vous
que c'est vous qui faites le réseau, c'est vous qui décidez de ce qui se passe dessus. Et toute régulation, en fait, effectivement, quand il y a des crimes, il y a une loi déjà il y a un droit commun. On n'a pas besoin de loi d'exception pour Internet. Internet s'autorégule. Non, Internet n'a jamais eu besoin de... Il y a eu des essais. Il y a eu des essais. À chaque fois que les politiques ont essayé de toucher Internet, malheureusement, ça s'est traduit en catastrophe. La dernière s'appelle Adopi. On en a eu une avant. Tiens, d'ailleurs, ça c'est rigolo parce que je crois que c'était la même personne. C'était à l'époque d'Alterne, l'histoire des photos de SLID. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un service qui s'appelait Alterne, qui était un peu l'équivalent d'Overblog, d'une plateforme de blog. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une dame qui s'appelle Marie-Françoise Marais, qui est présidente de l'Adopi aujourd'hui, qui a fait fermer toute la plateforme de blog. Et donc il y a des milliers de personnes en fait qui ont perdu le fruit de leurs travaux. Donc les gens en règle générale, les politiques en règle générale refusent un peu la complexité quand il s'agit d'Internet. On a tout le temps en fait la bêtise d'aller vers la simplicité, parce que c'est vraiment de la bêtise malheureusement. Et ça se traduit par de mauvaises lois. Donc voilà, on va essayer d'essayer de préserver un petit peu cet écosystème. C'est la liberté de la presse, mais c'est aussi votre liberté d'expression qui est en jeu derrière. Ok, merci Olivier. Avant de conclure, je voulais appeler tous les participants, s'ils souhaitent participer aux travaux d'Altaïr, qui sont les bienvenus. On les attend les bras ouverts et ils pourront s'inscrire donc sur la petite table là, qui est à droite. S'ils veulent juste rester informés, pareil, donc ils seront les bienvenus. Et s'ils veulent adhérer à Altaïr, de la même manière, ils seront les bienvenus. Donc on va terminer, mais je voulais vous dire, parce que je ne vous l'ai pas dit au début, parce que c'est pas dans le parcours, que je suis entouré de 2 enfants de la Martinique. Et c'est un bon passage de témoin pour la soirée Césaire qui va avoir lieu tout de suite. Et Edoui, je te laisse la parole pour faire la jonction avec la soirée. Non, on va faire, comme on dirait, une veillée chez nous. Et voilà, et ça va commencer dans un quart d'heure, 20 minutes, c'est ça, Greg, voilà, même pas. Et je vous expliquerai en m'excusant auprès d'Audrey de ma colère, mais elle m'a cherché. Mais comment j'expliquerai en disant quelques mots avant, il y aura d'autres intervenants, il y aura Madame la ministre Georges-Paul Angevin, combien il faut prendre les grands hommes par le début. Et quand on les prend par le début, parfois on s'aperçoit qu'en vieillissant, ils n'ont pas respecté, ils ont oublié d'où ils venaient. Mais quand on en prend ceux qui sont vraiment grands par le début, on s'aperçoit qu'au début, ils étaient très colères. Et donc je vous parlerai tout à l'heure des colères qui ont fait le grand Césaire. Voilà.